Des femmes actrices de la Révolution française. L'histoire des femmes s'est considérablement enrichie depuis l'ouvrage collectif portant sous ce titre, sous la direction de Michel Perrault et de Georges Duby, publié en 1990 sur l'histoire des femmes dans l'histoire. Les perspectives de l'histoire du genre venues du monde anglo-saxon ont considérablement renouvelé, mais aussi transformé, l'histoire des femmes. En 2005, la revue Les Cahiers d'Histoire publie un article de Victoria Thompson qui fait une historiographie très précise de tous les acquis récents. Il m'a paru intéressant aujourd'hui de présenter, de chercher quelques parcours de femmes pendant la Révolution française pour voir comment elles étaient intervenues dans le débat public, comment avaient-elles agi, étaient-elles féministes au sens actuel que l'on donne à ce terme. Peut-on à la fois affirmer que les femmes ont été exclues du processus révolutionnaire par la privation du droit de vote, par exemple, et convoquer des figures féminines très actives, dont quelques-unes sont très connues? Alors, je vais présenter 5 de ces femmes. Louise de Kéralio est issue de la petite noblesse bretonne et elle a joué un rôle très important dans la presse à l'époque de la Révolution et jusqu'à d'ailleurs la fin de sa vie en émigration. Rosalie Julien est une bourgeoise qui vit dans la Drôme. Elle est l'épouse du conventionnel Marc-Antoine Julien, mais elle vit aussi beaucoup à Paris, ce qui explique sa très abondante correspondance. Olympe de Gouges est une provinciale devenue très parisienne, très grande écrivaine devant l'Éternel, mais des multiples œuvres d'Olympe de Gouges, nous retenons aujourd'hui la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Théroigne de Méricourt est née en terre étrangère, en terre de Flandre, mais on la considère comme une aventurière qui vit beaucoup à Paris pendant la Révolution. Pauline Léon est une femme issue d'un milieu beaucoup plus humble, plus modeste que les précédentes. C'est une femme issue de la boutique parisienne. Donc, 5 femmes venues d'horizons sociaux très différents, d'horizons géographiques également différents, qui participent à l'histoire, chacune à leur façon. D'autres femmes auraient pu nous intéresser. Bien évidemment, au premier rang, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, reine de France, fille Habsbourg, donc très haute essence dans l'Europe du XVIIIe siècle, qui, comme Olympe de Gouges, a été guillotinée en 1793. Une autre femme est très célèbre, c'est Charlotte Corday. Charlotte Corday, issue de la petite aristocratie normande, qui vient à Paris jouer un rôle politique qui sera le rôle de sa vie et cause de sa mort, l'assassinat de Marat, le fameux ami du peuple, geste qui montre une particulière puissance de la part de Charlotte Corday. Alors, si je n'ai pas choisi ces 2 personnages, c'est parce que j'ai préféré m'intéresser à des personnes moins connues dans l'histoire de la Révolution française, mais cela montre qu'il y a beaucoup de femmes dont le rôle a été important. Alors, ces 5 personnes, présentons-les maintenant à travers, en quelque sorte, leur carte d'identité. La plus âgée est Olympe de Gouges. Elle est née en 1748, elle a été guillotinée en 1793. Rosalie Julien est née et elle est morte en 1824. Louise de Kéralio est née en 1757 et elle est morte en 1821 à Bruxelles, en exil avec son mari François Robert, car tous les deux avaient participé à la Révolution du côté des montagnards.
Anne-Joseph Théroigne de Méricourt est née en 1762 et elle meurt en 1817 à la Salpêtrière à Paris dans un dénuement physique et mental absolument pitoyable. Anne-Joseph Théroigne de Méricourt étant considérée comme folle et étant surtout je ne dirais pas un animal de laboratoire, c'est un petit peu trop rude comme expression, mais l'objet de l'attention des médecins psychiatres de la Salpêtrière qui la regardent comme une femme devenue folle à cause de la Révolution, ce que ses propos ont l'air de vouloir dire, puisque elle parle de révolution avec des paroles incohérentes et elle se badigeonne le corps de couleur rouge, de la couleur du sang. La plus jeune, Pauline Léon, est née en 1768, donc elle a à peine plus de 20 ans au moment de l'éclosion de la Révolution française. Pauline Léon sera l'épouse de Jean-Théophile Leclerc. Leclerc est très important, c'est un enragé, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire ce groupe qui, derrière Hébert, s'affrontait avec les robespierristes, bien sûr avec les dantonistes, mais voulait pousser la Révolution encore plus loin que le terme que la Convention nationale lui avait assigné. Pauline Léon a une vie étrange. Après l'événement révolutionnaire, elle redevient institutrice, d'abord à Paris, puis ensuite elle part en Vendée. Son mari est mort entre-temps et elle meurt en Vendée chez sa sœur en 1838. Donc ces femmes ont agi de manière diverse, mais elles ont été considérées par l'historiographie du XIXe siècle et encore d'une bonne partie du XXe siècle comme des furies. C'est le terme qui est employé par les livres qui se succèdent au XIXe siècle portant sur la Révolution, en particulier le livre d'un certain Noisy. Tous ces livres-là sont facilement consultables grâce à Gallica et j'ai relevé ce qu'écrit Noisy. Il les traite de furie de guillotine, de lécheuses de guillotine, et c'est-à-dire ces femmes qui sont sur le trajet du cortège des charrettes qui mènent les condamnés à la guillotine, où elles vont hurler à la mort contre les condamnés, et bien sûr on les appelle aussi les tricoteuses pour faire référence à ces femmes qui assistaient au débat de la Convention. Elles étaient très nombreuses à assister au débat, tout en discutant, tout en parfois criant contre les députés et souvent tricotant ou préparant des pansements pour les soldats qui étaient aux armées puisque la France est en guerre depuis 1792. Alors l'image noire de ces femmes tricoteuses, lécheuses de guillotine, etc. au XIXe siècle s'explique aussi par un certain nombre de gestes dans lesquels d'ailleurs certaines ont été actrices mais également victimes, comme Théroigne de Méricourt. Geste essentiel et violent, c'est la fessée patriotique. Théroigne a donné des fessées contre des religieuses en particulier. Elle a reçu des fessées et elle a été victime de la violence également de ses congénères, en quelque sorte, lécheuses de guillotine. Alors elles ont aussi agi, pas toutes, mais Théroigne de Méricourt ou Olympe de Gouges, Kéralio, on ne le sait pas, elles ont agi dans certains moments de violence particulière et en particulier les journées d'octobre. Les journées des 5 et 6 octobre, le départ des femmes de la Halle, les dames de la Halle, comme on les appelait, de Paris à Versailles, mais c'est de tout Paris, c'est-à-dire que de partout, les dames de la Halle, les dames des marchés, celles qui vendaient les produits alimentaires, tout cela est très important car ce sont les femmes qui font les, je ne peux pas dire les courses, mais qui en tout cas apportent l'alimentation au foyer. Ces dames de la Halle, ne supportant plus la rupture de l'approvisionnement de Paris et donc la hausse des prix, eh bien, décident de partir à Versailles, on le sait, pour aller parler au roi Louis XVI, pour aller parler aux députés aux États généraux et réclamer, comme on a dit plus tard, le retour de le boulanger, la boulangère
et le petit mitron, c'est-à-dire le pain. Le retour du pain à Paris, évidemment, le pain ne revient pas. Mais ces femmes ont agi dans ces journées de très grande violence à Versailles, au château de Versailles, journées au cours desquelles les gardes du corps, quelques gardes du corps du château, ont été purement et simplement assassinés et leurs têtes décapitées au bout d'une pique accompagne le retour de la famille royale à Paris. Donc c'est une très grande violence, mais au-delà de la violence, il y a quelque chose, un élément essentiel que l'on oublie souvent, c'est que les dames de la Halle ont ressenti leur puissance et donc elles ont formé un groupe et elles communiquaient entre elles, elles existaient et elles seront présentes en permanence pendant la Révolution française, car en permanence, à Paris et dans beaucoup d'autres villes, il y a la disette. Il y a la disette qui parfois se transforme en famine et les témoignages de la correspondance de Rosalie Julien le montrent bien. Elle a peur de la violence, mais elle craint aussi les conséquences de la disette. Donc ce groupe de femmes très soudées, restées anonymes, pas toutes, les archives donnent bien sûr des noms. C'est très important pour parler de l'action des femmes durant la Révolution française. Alors voyons maintenant de plus près l'action de chacune de ces femmes et je commence par celles que j'appelle les femmes de plume et de club. Louise de Kéralio est une fille d'aristocrates bretons et lettrés, mais de petite aristocratie. Elle s'appelle Louise de Guinement de Kéralio et elle est très bien instruite. Elle sait l'anglais qu'elle traduit bien avant la Révolution et elle a en particulier écrit une histoire d'Élisabeth, reine d'Angleterre, saluée en 1787 lors de sa publication par le Mercure de France sous la signature de Mallet-Dupan. Et Mallet-Dupan écrit: il existe une foule accablante d'histoires, d'historiographes et très peu d'historiens. Jusqu'ici, nous n'avions pas vu en France d'historienne. Donc Mallet-Dupan a bien signalé le fait que l'auteur de cette histoire d'Élisabeth était une femme. Mademoiselle de Kéralio, je pense, est la première. À cette particularité se joint ici celle du choix même de l'auteur, traçant la vie de deux femmes. Car dans l'histoire d'Élisabeth, Louise de Kéralio parle bien évidemment de Marie Stuart. Et elle fait une comparaison entre la vie et le règne de Marie Stuart et la vie et le règne d'Élisabeth. Pour Kéralio, Marie Stuart a eu une vie de femme complète et heureuse, mais une vie de règne tragique, puisqu'elle est décapitée grâce à Élisabeth, si je puis dire, alors qu'Élisabeth Ier, c'est la reine par excellence, qui a réussi sa vie de reine, mais a raté sa vie de femme. Et Kéralio poursuit dans cette analyse du pouvoir au féminin, en disant que le pouvoir au féminin, c'est un pouvoir brutal, comme si les femmes, quand elles sont au pouvoir, seraient plus violentes que les hommes. Je vous laisse avec cette appréciation et je laisse à Kéralio la responsabilité de son appréciation. Le censeur royal, qui était chargé de donner l'autorisation de publication, s'appelle Desmeuniers et il écrit, et c'est imprimé dans le livre de Louise de Kéralio: on s'étonnera qu'une femme aimable se soit dévouée dès les premières années de sa jeunesse à un travail aussi pénible. Elle a consulté tous les auteurs originaux et tous les hommes du règne d'Élisabeth. Et ses discussions, ses réflexions et son style méritent des éloges. Donc un livre bien accueilli, mais on voit chez Desmeuniers, à la différence de Mallet-Dupan, une sorte de réserve genrée, comme on dirait aujourd'hui. On s'étonnera qu'une femme aimable. Donc, puisque Kéralio est une femme aimable, c'est très étonnant qu'elle fasse un travail aussi détaillé et fouillé sur un règne lui-même extrêmement brutal, le règne d'Élisabeth.
Alors, Louise de Kéralio continue à être une intellectuelle, elle publie des romans et elle publie en particulier un roman qui s'appelle Adélaïde ou les mémoires de la marquise de. C'est publié en 1782, c'est un roman anonyme, mais tout le monde sait, enfin les gens qui ont travaillé sur cette question savent que l'auteur est Louise de Kéralio. Ce qui est intéressant du point de vue psychologique, c'est le thème de ce roman. Ce sont des amours contrariés par une mère et la mère ne veut pas que sa fille épouse son inclination personnelle et la fille est donc rejette sa mère et dans les commentaires d'Adélaïde, on lit que c'est un roman très viril, la fille voulant s'exprimer quoi que la mère puisse penser de ses amours. Alors c'est bien ce qui peut caractériser Louise de Kéralio, car elle va fonder le Journal de l'État et du Citoyen en 1789. C'est un journal très radical dès l'automne 89 et elle est d'ailleurs appelée par ses contemporains comme une Amazone. Elle est traitée d'Amazone, terme que l'on voit fréquemment pendant la Révolution pour ces femmes qui veulent porter les armes pour défendre leur patrie ou à travers la plume, qui est une arme aussi, dans les journaux. Alors, en décembre 1789, le Journal de l'État et du Citoyen est remplacé par le Mercure national et c'est le père de Louise de Kéralio à présent qui va diriger le journal. Et l'époux de Louise de Kéralio, François Robert. François Robert est un journaliste, un jacobin, montagnard, très très engagé dans la Révolution. Mais ce signe est intéressant. Tout se passe comme si la réception du journal d'État dirigé par une femme avait été mauvaise et s'était retournée contre Kéralio. Donc Kéralio doit accepter le changement de titre et le changement de direction de son propre journal. En revanche, en 1791, Louise de Kéralio publie un livre tout à fait sidérant qui s'appelle Les crimes des reines de France depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette. Quand on voit ce titre, on se dit qu'on va assister à une destruction en bonne et due forme de Marie-Antoinette. Eh bien, pour parler le vocabulaire d'aujourd'hui, on pourra dire que ce titre est un teasing, car certes, elle parle de toutes les reines de France, Frédégonde, etc., Catherine de Médicis, avec des caractéristiques particulièrement outrancières pour toutes, et il n'y a quasiment rien sur Marie-Antoinette. Il y a tout de suite une page ou deux à la fin, donc c'est un titre qui attire le lecteur. Le livre est paru anonymement chez Prud'homme, qui était l'éditeur des Révolutions de Paris, mais à l'époque, les gens savent qu'il s'agit de Louise de Kéralio. Louise de Kéralio fonde en février 1790 la Société fraternelle des patriotes de l'un et l'autre sexe, dont le titre indique bien qu'il s'agit d'une société mixte, qu'elle a fondée avec son mari François Robert, avec quelques membres du Club des Cordeliers, qui est un club beaucoup plus en pointe dans la marche de la Révolution vers la République, mais en 1790, personne ne le sait encore. Et le but de ce club, c'est de lire et de commenter les décrets de l'Assemblée, à l'époque Assemblée constituante, puis de la législative, et de réclamer des droits familiaux, comme bien sûr le droit au divorce, la création d'écoles pour les petites filles, la création même de maternité. En cela, elle rejoint Olympe de Gouges. Louise de Kéralio se bat également pour l'abolition de l'esclavage, même si il est à noter qu'elle n'est pas membre de la Société des Amis des Noirs. Olympe de Gouges, elle, sera membre de la Société des Amis des Noirs. Elle est une républicaine courageuse car elle va participer à la manifestation du 17 juillet 1791, manifestation qui a lieu au Champ de Mars et qui est organisée par le Club des Cordeliers
pour réclamer la République. Alors cette manifestation est extrêmement importante dans l'histoire de la Révolution française, car après la tentative de fuite de la famille royale hors des frontières, dite fuite à Varennes, mais ils ne partaient pas à Varennes, ils partaient quelques kilomètres au-delà, l'Assemblée constituante a été perplexe et a supposé un mensonge, a donné un mensonge plutôt en disant le roi a été enlevé. Donc on continue à faire confiance au roi. Tout le monde savait que c'était un mensonge, donc les cordeliers convoquent cette pétition, la signature de cette pétition au Champ de Mars le 17 juillet. Bailly, maire de Paris, et Lafayette, chef de la garde nationale parisienne, vont brandir la loi martiale et disperser la manifestation avec les armes. Il y a une cinquantaine de morts. Donc être présent au Cordeliers au Champ de Mars le 17 juillet 1791, c'est un signal très important face à l'évolution de la Révolution française. Elle a été attaquée le 6 août 1792 par des royalistes. Elle s'est défendue toute seule. C'est une femme d'action autant qu'une femme de plume. Et après Thermidor, après la chute de Robespierre, elle est obligée donc de partir en émigration à Bruxelles, où elle décède dans le début du XIXe siècle. La vie de Rosalie Julien paraît par rapport beaucoup plus calme par rapport à la vie de Théroigne de Méricourt, parce que Rosalie Julien est une femme de correspondance. Cela signifie qu'elle est beaucoup chez elle, elle écrit à son mari, elle écrit surtout à son fils, car elle est beaucoup séparée de son fils aîné, qui s'appelle Marc-Antoine Julien comme son mari, mais que l'on va appeler Marc-Antoine Julien de Paris, pour le différencier du mari que l'on appellera Marc-Antoine Julien de la Drôme. Rosalie Julien est beaucoup seule. Le mari se déplace, le fils est toujours absent, donc elle écrit énormément. Elle observe Paris, soit depuis chez elle, parce qu'elle reçoit des députés, elle reçoit des journalistes, soit depuis les tribunes de l'Assemblée. Rosalie passe sa vie à l'Assemblée, les trois assemblées, mais il est très intéressant de noter sa présence à la Convention, car quand elle est à la Convention le 30 septembre 1793, elle note « On nous a fait sortir sous je ne sais quel prétexte », c'est en fait un décret, qui supprime les billets de privilège, qui permettaient aux gens munis de ces billets d'entrer et d'être assis dans les tribunes de la Convention. Sous prétexte d'égalité, on va supprimer les billets de privilège. Ça ne suppose pas du tout que les femmes soient exclues de la Convention. Elles ne sont pas exclues. Rosalie continue à y aller et elle l'écrit dans sa correspondance. La Convention où j'étais a décidé, etc. Simplement, elle est mélangée avec tout le monde, donc elle apprécie moyennement parce que le confort est moindre. Mais elle va continuer à jouer son rôle en quelque sorte de reporter. En revanche, Rosalie ne parle pas des clubs. Rosalie n'a pas l'air, elle ne les mentionne jamais. Elle sait que ça existe parce qu'elle lit énormément de journaux, mais elle ne mentionne pas les clubs. Tout se passe pour elle comme si le seul lieu du pouvoir, c'était l'Assemblée. Assemblée élue, la Convention élue au suffrage universel, son mari y est député, donc c'est là le vrai lieu de pouvoir pour la France en Révolution. Après Thermidor, elle continue à écrire autant, mais elle prend évidemment beaucoup de précautions parce qu'elle sait que sa correspondance peut être ouverte. La poste est très contrôlée. Elle cherche à sauver son fils qui a été emprisonné à son retour à Paris. Le fils travaillait pour le comte de Robespierre et il reste plus d'1 an en prison. Et à la fin de sa vie, Rosalie écrit jusqu'en 1810, on voit progressivement la peur de la famine, la hausse des prix constante, la baisse de ses revenus, occuper ses préoccupations que l'on voit dans sa correspondance, mais à aucun moment elle ne regrette la Révolution. Et Rosalie est
pour nous un reporter de la Révolution, elle est aussi un reporter de la vie à Paris, et en province d'ailleurs, parce qu'elle se déplace beaucoup. Elle raconte les fêtes. Et le nombre de fêtes racontées par Rosalie, j'en ai compté 37, ce qui est quand même beaucoup, et elle lit les journaux, j'en ai compté 48 journaux, surtout pendant le Directoire, montre une vie absolument foisonnante des Parisiens et des provinciaux, Valence, Romans, Lyon surtout, les régions où son mari est très souvent. Alors, est-elle féministe? Eh bien, apparemment non. Rosalie, comme Keraglio, en fait, est une femme, bien sûr. C'est aussi beaucoup une mère. Elle se préoccupe de l'approvisionnement. Mais quand elle voit les femmes agir, par exemple, à l'Assemblée constituante, en septembre 1789, lors d'une grande cérémonie, un grand cérémonial où les femmes patriotes offrent leurs bijoux, eh bien, Rosalie regarde ça d'un air un peu amusé et elle écrit même « Je me serais cru au Forum romain », ce qui est un petit peu condescendant, considérant peut-être que ces femmes-là font, comme on dirait aujourd'hui, du cinéma. Donc elle ne se présente pas comme femme, elle se présente comme être humain, et c'est l'universalisme. C'est pour cela aussi qu'elle se préoccupe pas des clubs, elle se préoccupe de la Convention, le cœur du pouvoir. On va chercher ce qui est universel dans cette révolution de France. Elle parle sans arrêt d'égalité, hein. Les grandes valeurs de la République, c'est vraiment ce qui la préoccupe au premier chef. Et quand elle voit l'assassinat de Marat par Charlotte Corday, eh bien elle apprécie Marat, mais en même temps elle craint Marat parce qu'il est très très violent. Donc l'assassinat de Marat ne la fait pas trop pleurer, mais Charlotte Corday, elle va l'appeler monstre femelle, ce qui veut dire qu'elle ne se sent pas de proximité avec une congénère biologique, si on peut dire ainsi. Et cette lettre, il est à noter, date du 16 juillet 1793, Marat a été assassiné le 13, et elle recopie cette lettre pour l'envoyer au journal de Valence, où elle sera imprimée et diffusée. Donc le souci d'avoir une correspondance qui soit véritablement connue au-delà du cercle familial. Troisième personnalité, la plus célèbre des personnages que j'ai choisis ici, Olympe de Gouges, dont grâce à l'hommage fait par l'Assemblée nationale récemment, qui a disposé un buste d'Olympe de Gouges dans une salle importante de l'Assemblée, grâce aussi aux débats qui ont accompagné le choix des derniers panthéonisés, où le nom d'Olympe de Gouges était arrivé relativement en tête par l'enquête faite par le Panthéon lui-même. Olympe de Gouges est donc connue. Elle est connue, elle est issue de la petite bourgeoisie commerçante de Montauban. Elle est née Marie Gouze, fille d'un père boucher, mais rapidement Olympe laisse entendre, et apparemment c'est une rumeur exacte, que son père était un aristocrate et que c'était un grand aristocrate, hein, le marquis Lefranc de Pompignan. Olympe de Gouges est mariée très jeune avec un boucher qui s'appelle Aubry. Elle est mère très jeune aussi et veuve tout aussi jeune, un an après, ce qui lui permet de vivre à Paris avec son fils et de ne pas vouloir se remarier car son statut de veuve lui permet d'avoir une autonomie financière et une autonomie sociale en quelque sorte. C'est une femme sans homme mais elle n'a pas besoin d'homme. Elle est veuve, elle a bien sûr un certain nombre de soupirants qui tournent autour d'elle. Alors la première caractéristique d'Olympe de Gouges, qui prend le nom d'Olympe de Gouges, hein, elle crée ce nom, déformation d'Olympe Gouze, c'est d'abord d'être une amie des Noirs et d'être une combattante de l'abolition de l'esclavage. Elle écrit en 1785 Zamor et Mirza ou l'esclavage des Noirs. Elle écrit en 1790 Le marché des Noirs
Noirs, l'esclavage des Noirs ou l'heureux naufrage en 1792. Elle est véritablement abolitionniste. Elle est proche de la Société des Amis des Noirs, à laquelle elle reproche des cotisations trop élevées. Elle dit, et ça c'est un problème, le problème matériel doit toujours être pris en compte pendant la Révolution française, que non, ça ne va pas, mais elle est très très proche de la Société des Amis des Noirs et elle appartient au Club des Amis des Noirs pendant la Révolution, ce qui lui vaut en 1808 un hommage rendu par l'abbé Grégoire, qui est aussi un des très grands abolitionnistes, et qui en 1808 dit d'Olympe de Gouges qu'elle fait partie des hommes courageux qui ont plaidé la cause des malheureux noirs. On voit assez ici d'ailleurs, si on réfléchit en termes genrés, qu'une femme mérite les compliments d'un homme parce qu'elle se comporte comme un homme. Olympe est donc un homme courageux qui a plaidé la cause des malheureux noirs. Alors, elle est aussi une femme très cultivée qui fréquente les salons, ce que l'on ne voit pas pour Rosalie Julien, que l'on ne voit pas pour Louise de Kéralio, mais il est vraisemblable que Kéralio fréquentait des salons. Pour Olympe, on sait qu'elle a fréquenté un salon à Auteuil, salon littéraire, où était également Condorcet et plusieurs membres du futur groupe des Girondins à l'Assemblée conventionnelle, à la Convention. Alors, Olympe, dès 89, est favorable à une monarchie constitutionnelle. Elle est hostile à la violence et ce qui lui vaut d'ailleurs d'avoir déjà des ennemis après les journées d'octobre 89, car Olympe s'exprime en disant que la violence conduit à une violence plus grande encore et que ce n'est pas bien pour l'avenir de la Révolution. Alors, même si c'est une femme qui a des idées politiques extrêmement bien ancrées, elle n'est donc pas révolutionnaire. Et on peut dire à l'encontre d'Olympe de Gouges, d'ailleurs on peut rapporter à l'encontre d'Olympe de Gouges ce texte qui s'appelle « Remarques patriotiques », publié en 1786, dédié à la reine, mais on est en 86. En 86, tout le monde est royaliste. On peut critiquer, mais l'idée de ne pas être royaliste, de ne pas être monarchiste, ne vient pas à l'esprit des Français. Donc, Olympe publie en 1786 « Remarques patriotiques » avec un frontispice qui s'appelle « Vous la voyez cette couronne, fille de l'ambition, je ne veux la conserver que pour vous défendre et vous rendre heureux ». Alors ça ça lui a été contesté. Je ne veux la conserver que pour vous défendre et vous rendre heureux. 1786, on prend le parti du couple royal. Mais qui disait des choses contre le couple royal en 86? Les pamphlets violents contre Marie-Antoinette à l'époque du procès de la reine. C'est vrai que ces pamphlets-là sont parus en 85-86. Très isolés. Très isolés, il faut quand même le dire, quand on travaille sur l'opinion, ne pas prendre un texte comme étant la marque véritablement d'une opinion. Alors elle s'est élevée elle s'est enflammée pour la Révolution dès les débuts de l'événement, en particulier pour Bailly, pour Lafayette, même si elle passe pour réactionnaire aux yeux de celles comme Théroigne de Méricourt qui feront les journées d'octobre 89, celles qu'on appelle les Amazones de la Révolution. Ce n'est qu'après 91 et après la fuite avortée à Varennes, qu'elle en veut et elle perd confiance en Louis XVI, elle en veut au couple royal, elle n'est pas la seule et elle va se rapprocher, alors non pas des Cordeliers, comme Louise de Kéralio, mais des Feuillants, c'est-à-dire une autre scission du club des Jacobins, scission beaucoup plus modérée. Les conséquences de la fuite à Varennes, c'est l'explosion d'un unanimisme révolutionnaire véritable et qui conduit ensuite à la suite. Alors justement, en septembre 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Quand je dis elle publie, c'est une erreur de langage de ma part, mais erreur de langage largement partagée par tout le monde. En fait, elle écrit
la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Cette déclaration est imprimée à 5 exemplaires, pas plus, et elle n'est pas diffusée. 5 exemplaires, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'argent, que son imprimeur, qui s'appelle Costard, n'a pas d'argent. Donc ce texte ne circule pas. Il circule peut-être dans le milieu restreint de l'entourage d'Olympe de Gouges, oui. Mais il n'est pas connu à l'époque, il n'est pas célébré, il n'est pas non plus connu au XIXe siècle. On connaît très peu Olympe de Gouges au XIXe, sauf en Amérique d'ailleurs, parce que la descendance d'Olympe de Gouges va vivre en Amérique, en Guyane d'abord et puis après en Amérique du Nord. Et donc là, les Américains du Nord ont découvert Olympe de Gouges. Et c'est via les travaux féministes et historiens d'Amérique du Nord que l'on s'est mis à interroger Olympe de Gouges. Et en 1981, Olivier Blanc, qui écrit une biographie très complète d'Olympe de Gouges, reprend cette histoire de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne que la rumeur générale aujourd'hui célèbre tout le temps, alors que l'époque révolutionnaire ne la connaissait pas. Pour des raisons d'argent. C'est toujours très important de voir l'histoire matérielle de l'événement pour comprendre ensuite comment l'événement a eu lieu ou pas. Et là, comment la gloire d'Olympe de Gouges s'est construite, surtout en fait au XXe siècle. Alors, elle va réclamer le droit de participer au club, aux assemblées. Elle réclame aussi le droit d'être guillotinée. Puisque je veux avoir le droit à la parole, eh bien, je veux avoir le droit d'être guillotinée. Elle réclame le droit au divorce. Elle réclame le remplacement du mariage religieux par un contrat civil, la reconnaissance de l'adoption des enfants nés hors mariage et la plupart de ces revendications ont été acceptées. Le droit au divorce par la constituante, la reconnaissance des enfants par des enfants adultérins par la Convention, et puis le mariage, évidemment, devient un mariage civil dans toute la politique anti-religieuse de la Révolution française. Mais elle est proche des Girondins, elle est fidèle aux Girondins, et donc elle finit par être arrêtée, comme la plupart des Girondins au cours de l'été 93. Le 20 juillet 1793, elle est arrêtée, jugée et exécutée ensuite le 3 novembre 1793. L'histoire d'Anne-Joseph Théroigne de Méricourt est à la fois plus tragique par sa fin, mais en même temps elle n'a pas été guillotinée, elle. Anne Théroigne de Méricourt est née dans les environs de Liège, on l'appellera d'ailleurs la belle liégeoise, on l'appelle aussi l'Amazone de la Révolution. Elle arrive en France en mai 1789 avec son amant du moment, car Théroigne, comme on l'appelle familièrement, n'a pas de mari, et donc pour vivre, et elle n'est pas veuve comme Olympe, pour vivre quand on est une femme sous l'Ancien Régime, eh bien il faut être entretenu. Théroigne de Méricourt sera entretenu par plusieurs amants assez riches, mais la vie de Théroigne ne se résume pas à cela, même si ça lui a été beaucoup reproché par les journalistes royalistes. Elle participe aux Journées d'Octobre, elle est armée, elle y participe avec d'autres femmes qui vont jouer un rôle important ensuite. Elle est qualifiée de furie, bien sûr, par Noisy et l'Amazone rouge. Enfin, elle a droit à beaucoup de violence contre elle de la part des royalistes. En janvier 1790, elle fonde un club mixte qui s'appelle le Club des Amis de la Loi, dans laquelle elle tient tribune politique. Mais ce club, fondé en janvier, est dissous dès la même année en avril, à la suite de dissensions à l'intérieur même du club. Elle réclame son admission à l'Assemblée. On peut assister à l'Assemblée, mais elle veut avoir une position délibérative. Et voilà ce qui est dit par Camille Desmoulins quand elle présente sa motion pour l'Assemblée constituante. L'Assemblée a suivi les conclusions du président car il serait voté des remerciements à cette excellente citoyenne pour cette motion.
qu'un canon du concile de Mâcon ayant formellement reconnu que les femmes ont une âme et la raison comme les hommes, on ne pouvait leur interdire d'en faire un si bon usage que la préopinante, qu'il sera toujours libre à mademoiselle Théroigne et à toutes celles de son sexe de proposer ce qu'elle croirait avantageux à la patrie, mais que sur la question d'État, si la demoiselle Théroigne sera admise au district avec voix consultative seulement, l'Assemblée est incompétente pour prendre un parti et qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Pour résumer, elle peut parler. Au district, elle pourra même, c'est-à-dire section de Paris, elle pourra même s'exprimer avec voix délibérante, avec voix consultative, pardon, mais à l'Assemblée, non. L'Assemblée, c'est le lieu du pouvoir, c'est le cœur de réacteur du pouvoir, c'est trop sérieux. D'accord, elle a une âme, le concile de Mâcon, l'avait dit, mais on va quand même pas aller trop loin. Elle est donc la cible des révolutionnaires, on l'a vu avec Amélie Desmoulins, mais aussi des contre-révolutionnaires. Et il est à noter qu'elle est la cible privilégiée du journal Les Actes des Apôtres, qui reprennent chacun de ces mots pour se moquer d'elle de manière particulièrement sexiste, comme on dirait aujourd'hui. Au printemps 1793, le sort de Théroigne reflète l'excès des opinions. Elle prend la défense de Brissot, qui est un Girondin, alors qu'elle n'est pas girondine, mais de ce fait, elle va s'attirer la violence des dames de la Halle. Nous sommes en mai 1793. Elle subit une fessée patriotique qui, paraît-il, va lui faire perdre la raison. Elle est à ce moment-là internée à la Salpêtrière, à la demande de son frère d'ailleurs, et elle y vivra, si l'on peut dire, dans le plus grand dénuement jusqu'en 1817, où elle meurt. Il est à noter que l'histoire de Théroigne de Méricourt a attiré les psychanalystes. Et les archives, qui sont très nombreuses, les archives de la Salpêtrière, montrent effectivement que l'on peut condamner la Révolution à travers Théroigne, condamner la violence révolutionnaire en voyant ce qu'était devenu Théroigne de Méricourt. Ça, c'est un débat, bien sûr, dans lequel je n'entrerai pas plus avant. Dernière personne pour parler de ces femmes actrices de la Révolution, qui est un mystère autant que Théroigne. Beaucoup moins connue, Pauline Léon. Je dis c'est un mystère autant que Théroigne, car elle a été tout autant excessive et exagérée, comme on disait à l'époque, que Théroigne de Méricourt, mais elle n'a pas perdu la raison, et il est vrai que l'on sait moins de choses d'elle. Alors, Pauline Léon, c'est la plus jeune de mon groupe. Elle a 21 ans en 1789. Elle revendique des droits pour les femmes. Donc, on peut dire d'elle qu'elle est une militante à la fois active et féministe. Issue de la bourgeoisie parisienne, elle va fréquenter le club des Cordeliers, puis la société fraternelle de l'un et l'autre sexe, où elle retrouve Keralio et où elle réclame les mêmes droits familiaux et civiques dont j'ai parlé tout à l'heure. En mars 92, elle est à l'Assemblée, c'est la législative, à l'époque, et elle réclame à l'Assemblée le droit pour les femmes de porter des armes. Mars 92, c'est important comme date car on sent bien que la guerre risque d'arriver. Elle est déclarée en avril 92. Donc ces femmes, on va les appeler aussi, et elles s'appellent elles-mêmes les Amazones de la Révolution. Ce n'est plus Amazone au sens figuré, c'est Amazone au sens propre. Elle réclame, je cite, des piques, des pistolets, des sabres et même des fusils pour celles qui auraient la force de s'en servir. Et elle demande également le droit de s'assembler au Champ de Mars afin, je cite, de s'exercer au maniement des armes sous la direction des ci-devant gardes françaises désignées par l'Assemblée. Les gardes françaises devenues gardes nationales et gardes parisiennes.
Le 10 mai 1793, elle vient d'épouser Théophile Leclerc. Elle fonde avec Claire Lacombe, c'est une des héroïnes connues des journées d'octobre 1789, Claire Lacombe. Elle fonde donc le 10 mai 1793 la Société des Républicaines Révolutionnaires, alors même que les sociétés de sans-culottes, qui se créent en grand nombre en 1793, admettaient de plus en plus fréquemment des femmes parmi leurs membres. Ce n'est donc pas uniquement l'envie d'être dans un club en tant que femme, c'est l'envie d'être dans un club de femmes, donc quelque chose de spécifique, de non mixte, comme on dirait peut-être en 2017, alors que beaucoup de clubs acceptaient les femmes. Dans la présentation que cette Société des Républicaines Révolutionnaires faisait dans le journal Le Moniteur, on lit, je cite, « Une société où les femmes seules seront admises. Cette société a pour but de délibérer sur les moyens de déjouer les projets des ennemis de la République. » Elles se réunissent donc dans un lieu qui est la bibliothèque du couvent des Jacobins, de l'ancien couvent des Jacobins, rue Saint-Honoré, c'est-à-dire au club des Jacobins, c'est-à-dire tout près de l'Assemblée. C'est véritablement le lieu du pouvoir à Paris. Les fondatrices donc étaient toutes proches des enragés, tendance extrême gauche, si l'on peut dire, militant pour la réglementation des denrées, la punition des accapareurs, car ce sont les accapareurs qui font monter les prix, et le renforcement des mesures terroristes, c'est-à-dire là on est en 93, on n'est pas encore dans la grande terreur, mais on est dans le moment où face à la disette, il y a la taxation des prix pour éviter que le prix du pain ne soit trop élevé. Elles jurent d'élever leurs enfants dans le culte de Marat, après l'assassinat de Marat, en juillet 1793. Et il est vrai que Marat avait écrit dans l'Ami du peuple, je cite, « C'est à vous, surtout, à donner l'éveil, femmes révolutionnaires. C'est à vous qu'il appartient de sonner le tocsin de la liberté. » Donc Marat, c'est une ironie étrange de l'histoire, Marat qui confiait aux femmes le soin de faire progresser la Révolution jusqu'au point le plus extrême, Marat a été assassiné par une femme, Charlotte Corday. Ce sont toujours ces événements d'histoire qui, personnellement, me fascinent. Le club demande son affiliation aux Jacobins. Pauline Léon et Claire Lacombe présentent le 26 août 1793 une pétition à la Convention réclamant la mise en application de la Constitution de 1793 et, je cite, « un tribunal exceptionnel contre les ennemis de l'intérieur pour que l'on combatte tranquillement aux frontières ». Donc ça, c'est la volonté de faire régner l'ordre à l'intérieur de la France. On rappelle qu'au courant de l'été 93, la France est en guerre à l'extérieur, en guerre à l'intérieur aussi, et pas seulement en Vendée. Dans le Massif central, à Lyon, du côté de Toulon, un petit peu partout à l'intérieur du pays. Elle multiplie les pétitions, réclame une loi claire sur la responsabilité des ministres, l'organisation des tribunaux révolutionnaires, la taxation systématique des denrées, qui sera faite en 1794, et vont jusqu'à demander jusqu'à dénoncer les autorités constituées, se mettant ainsi en danger et s'exposant comme des opposantes au gouvernement, se faisant donc mal voir des Jacobins regroupés derrière Robespierre et donc d'une grande partie de la Convention. Lors de la croisade, en quelque sorte, de la Commune, c'est-à-dire la ville de Paris, contre les prostituées à l'automne 1793, elles prennent parti pour les prostituées, réclamant certes la réclusion des femmes de mauvaise vie, mais aussi la réhabilitation par le travail et l'instruction de ces malheureuses victimes du libertinage, dont le cœur est souvent bon et que la misère seule a presque toujours réduite à cet état lamentable. Donc l'idée des républicaines révolutionnaires, ce n'est pas de porter un jugement moral, c'est de voir qu'est-ce qui, dans l'économie du monde, dans le moyen de vivre de chacun d'entre nous, peut expliquer les comportements. Les prostituées sont victimes de la misère, il faut les sortir de la misère. Elle s'oppose donc à la Commune de Paris. Or, la Commune de Paris est plutôt
plus à gauche, si je peux exprimer un vocabulaire un petit peu anachronique, que la Convention. Donc on voit ainsi que le piège est en train de se refermer contre elles. Elles auront les Jacobins contre elles, la Convention contre elles, la Commune de Paris contre elles. Le club est donc interdit à l'automne 1793 parce qu'il est considéré comme trop dangereux. Claire Lacombe, Pauline Jules Léon et Jean-Théophile Leclerc sont arrêtés en avril 1794, libérés parce qu'entre-temps il y a eu Thermidor, libérés le 22 août 1794. Leclerc repart vers Lyon qui était sa région d'origine. Pauline reprend son métier d'institutrice à Paris, puis à une date que l'on ignore, se retire chez une sœur en Vendée où elle meurt en 1838. En conclusion de ce bref tour d'horizon de 5 femmes différentes, que peut-on dire ? Elles sont issues de milieux divers, elles ont des âges divers, il y a quasiment 20 années entre la plus âgée Kéralio et la plus jeune Pauline Léon. Mais elles ont une même passion, qui est la passion de la Révolution. Ce qui va les séparer, c'est le moyen d'accéder et d'obtenir leurs idéaux révolutionnaires. Et le clivage essentiel, c'est la violence. Que peut-on faire sans violence ? Peut-on avancer avec la violence? Et ce débat, qui est proprement un débat philosophique, est un débat qui n'a pas de réponse. Il y a eu depuis 1792, 93, 94, beaucoup de révolutions, beaucoup d'insurrections, autant dans l'histoire de France que dans l'histoire du monde. Et l'on voit se rejouer toujours les mêmes arguments, les arguments du raisonnable, du primat de la loi. Et la loi, elle doit être réfléchie, votée, et l'on doit respecter la majorité. Mais la loi, elle suppose des compromis. Et ces compromis laissent de côté des opinions et donc les représentants de ces opinions. La violence réduit tous les compromis, surtout quand la réduction se fait par la mort, que ce soit l'exécution sur l'échafaud ou que ce soit la mort par assassinat, ou la mort dans la misère et même la folie. Dans le cas de Théroigne de Méricourt, on ne tranchera pas ce débat qui est profondément grave pour tous les événements politiques passés et actuels. Sont-elles féministes ? Eh bien, peu s'expriment comme féministes. En fait, on peut voir que Kéralio, Olympe de Gouges et Pauline Léon ont une obsession de la vie des femmes. Le droit civil, par exemple, le droit des enfants, réclamer l'instruction. En cela, on peut penser qu'elles sont féministes. Mais elles n'expriment pas